Donc bonjour à tous, donc je suis effectivement designer et je vais vous parler un peu de ce métier méconnu qui pourrait pour autant nous aider à venir en aide à une de nos vieilles malades qui est la démocratie. Donc aussi loin que je m'en souviens, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Bon, j'ai fini designer, c'est pas si mal que ça. Et lorsque j'ai dû faire le choix dans mes études, j'ai longtemps hésité entre les sciences politiques et le design. Bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais vous aurez deviné que j'ai penché plutôt d'un côté que d'un autre. Et pour autant, il y avait une espèce de petite frustration qui s'était laissée en moi d'avoir choisi le design plutôt que les sciences politiques. Et lorsque je parle design, alors je voudrais revenir un peu sur ce que fait un designer et qu'on soit d'accord, un designer c'est pas forcément ça. C'est pas forcément un barbu un peu excentrique, c'est pas forcément un décorateur, un artiste ou un styliste. Un designer, quand je parle de design, ce sera plutôt du design industriel. Donc une personne qui va venir assembler des contextes, des publics, des problématiques ensemble pour essayer de créer des objets, des produits, des espaces qui vont répondre à des besoins, qui vont avoir une esthétique assez développée. Et tous ces éléments que moi j'ai pu acquérir en tant que designer après, dans ce que j'ai essayé de porter pour la démocratie. Donc en tant que designer, j'ai acquis un certain nombre d'outils et notamment quelque chose qu'on appelle la pensée design. On parle de design thinking aussi en anglais. Et c'est un état d'esprit en fait qui fait que vous allez à la fois croiser des choses qui tiennent d'une analyse objective, donc on a des études, des chiffres, des choses très carrées, et également des choses plus subjectives qui sont de l'ordre du ressenti, de l'émotion que peuvent avoir les utilisateurs avec qui vous travaillez. Et pour capter ces émotions, on va notamment aller voir ces utilisateurs, on va aller leur parler, on va aller les rencontrer, quel que soit leur âge, on va essayer de voir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui les motive. Et on va brasser toutes ces informations, tout ce qu'on a appris avec une sacrée dose de créativité. Et notre métier, en plus, a cette spécificité que, on va dire que d'autres métiers peuvent aussi trouver des idées, essayer de résoudre des problèmes, mais on essaye de représenter ces idées, de leur donner de la chair, de leur donner du corps, et de pouvoir les communiquer de cette manière. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, on va dire, dans mon parcours de designer, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de petites choses que j'avais abordées. Alors c'était la question des interactions entre les personnes, la question de penser en système, l'intérêt pour les sciences sociales. Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait pas mal de convergences avec tout ce qui était les sciences politiques que j'avais laissé un peu de côté du coup, dans mon parcours d'études. Et sans le savoir, d'une certaine manière, j'avais commencé à m'intéresser à ce qu'on pourrait appeler en fait le design des politiques publiques. Bon, en tant que designer, il faut le savoir aussi, j'ai un amour inconditionnel pour les post-it. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans le bureau d'un designer, mais on refait la tapisserie avec des post-it. Et au-delà de la petite anecdote, quand j'ai vraiment commencé à prendre un peu conscience que j'étais pas tout à fait dans le design industriel classique, je me suis rendu compte que j'étais dans une mouvance, si on peut parler de mouvance, un peu plus large, qui était celle du design social, qui s'intéressait justement à essayer de résoudre des problèmes que pouvait rencontrer le monde et non pas uniquement des problèmes économiques. Et chemin faisant, j'ai continué à travailler un peu sur la question à travers des projets personnels, à travers des projets aussi en école ou alors que ce soit des projets professionnels. Et ma vraie première expérimentation de croiser les sciences politiques avec mes compétences de design, ça a été Facebook. Alors Facebook, il faut se replacer dans le contexte, on est en 2008, c'est la première année du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est sa période un peu bling bling, et en même temps on a Facebook qui arrive en France et les gens commencent à se montrer. Donc on a une espèce d'analogie entre les politiques qui se mettent beaucoup en avant, qui mettent beaucoup leur vie en avant, et les gens qui font la même chose. Donc on a commencé à raconter l'actualité politique française sous forme de news Facebook. Alors ça donnait des choses comme un certain Nicolas S peut être ami avec Rolex par exemple. Et on avait cette espèce de façon de raconter l'actualité politique française qui était un peu satirique, qui a commencé à pas mal plaire. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, hein. On a eu les avocats de Facebook qui n'ont pas trop coûté à la blague et qui nous l'ont fait savoir. Mais ce qui a été intéressant au-delà on va dire de toute l'aventure, c'est que pour moi c'était la première fois que je croisais mes compétences de designer avec cet intérêt pour la politique, et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à creuser dans ce sens-là. Simplement que quand je parlais avec des gens qui allaient voir Facebook, etc., je me rendais compte qu'ils avaient commencé à s'intéresser à la politique,
par ce biais-là, parce que les codes avaient été détournés, parce qu'on leur parlait de politique d'une façon différente, alors qu'ils ne se seraient pas forcément intéressés à la politique autrement. Donc je commençais aussi à voir mon métier d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement un métier. J'allais pouvoir en faire un engagement citoyen. J'allais pouvoir, on va dire, participer au débat public ou participer à la chose publique sans pour autant faire partie d'un parti politique ou adhérer à une association. Et donc c'est un élément qui m'a poussé en fait à reconsidérer, j'allais dire quasiment mon titre professionnel, pour parler de design des choses publiques. Donc des choses qui allaient toucher notamment à la démocratie. Et ça m'a poussé aussi à me demander quelles compétences, au final, en tant que designer que j'ai acquises, quelles compétences je peux mettre au service de cette chose publique, au service de cette démocratie. Et la première réponse, c'était d'essayer de résoudre les problèmes qui pouvaient se poser aujourd'hui. Alors, un designer qui approche une question aussi complexe que peut l'être la chose publique ou la démocratie, c'est avant tout porter un autre regard sur cette matière-là. C'est-à-dire que vous avez pas mal de sociologues qui étudient la question, vous avez des anthropologues, mais nous, on a un regard un peu différent parce qu'on va s'intéresser à comment les gens pratiquent cette démocratie, comment les gens l'utilisent, la consomment, parfois de manière pas très glamour, parfois de manière un peu détournée. Et ce que peut y voir le designer en observant la démocratie, c'est notamment des nouveaux comportements. C'est-à-dire qu'on a des gens entre individualisme et coopération opportuniste. On a de nouveaux besoins, de nouvelles attentes. Par exemple, j'ai besoin qu'on me donne un retour sur ma participation à telle réunion, ou j'ai besoin de pouvoir m'engager sans pour autant être membre d'un parti politique. Et le designer va aussi s'intéresser à comment les technologies en fait, vont pouvoir venir modifier le rapport qu'on a à la démocratie. C'est-à-dire qu'avec Internet, et notamment tout ce qui est technologie numérique, les enjeux changent un peu. C'est-à-dire qu'on est sur des questions de confidentialité, on est sur des questions d'instantanéité, on est sur des questions d'intelligence collective. Et tout ce brassage à la fois d'opportunités et de menaces est un peu une sorte de matériau brut pour le designer sur lequel il va pouvoir venir travailler. Donc le designer, il a tout un panel d'outils, de méthodes pour intervenir justement sur une question aussi complexe que la démocratie, avec des enjeux aussi divers et variés. Et un de ces premiers volets, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'approche centrée sur l'utilisateur. Alors, c'est un gros mot, mais ça veut surtout dire qu'on va aller voir de quoi ont besoin les gens et qu'est-ce qui peut les motiver. C'est une question donc, que j'ai abordée notamment avec un site qui s'appelle Influent. Et Influent, l'idée est partie du fait que je parlais avec des gens. Donc, je faisais mes petites recherches, etc., pour voir pourquoi ils ne s'engageaient pas dans la démocratie. Et il y avait quelque chose qui revenait régulièrement, c'était « Oui, mais moi, ma parole, mon avis, mon opinion, elle n'a pas de poids. Elle ne pèse rien dans la démocratie, elle ne pèse rien dans la prise de décision. » Et c'était tout le but, toute l'idée d'Influence, c'était justement de montrer qu'il pouvait y avoir un poids, mais aussi qu'on pouvait le développer. Donc j'avais créé une plateforme qui permettait justement de calculer, entre guillemets, sa portée et son influence citoyenne, et de la développer ensuite en participant à des événements, en s'impliquant dans sa ville. Et faisant ça, en fait, je venais gratter aussi quelque chose qui était un peu tabou dans la politique, qui est inhérent mais qui est tabou, qui était la question de l'ego et la question de l'influence. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui est très glamour, c'est peut-être pas quelque chose qu'une autre discipline qui s'intéresserait à la démocratie viendrait chercher, mais nous on avait quelque chose qui était de l'ordre du besoin réel, et la réalité n'est pas forcément toujours très rose, donc on était venu taper dans cette question de l'ego pour Influent. Mais construire avec les publics, pour les publics, c'est un volet du travail du designer. L'autre volet, c'est de construire avec les publics. Autrement dit, on va venir embarquer les gens dans l'aventure pour les aider à concevoir une nouvelle démocratie. On a fait ça notamment en mars dernier au cours des élections municipales. On a monté un truc qui s'appelle l'atelier des élections et on a proposé aux gens de venir construire leurs propres outils pour décrypter et participer aux élections municipales. Alors on a eu plein d'outils qui sont ressortis, on avait des comparateurs de programmes, on avait des jeux d'essais de famille par exemple pour apprendre à connaître les candidats. Donc on avait une façon il y avait une façon pour les citoyens de s'exprimer sur cette question de la politique, la question des élections qui était différente, qui était de passer par le faire en fait. Et c'est une démarche qu'on a ensuite reproduit sur des ateliers qui s'appellent l'atelier de la gouvernance, où là on essaye de proposer aux citoyens des formats de réflexion et des formats de production pour qu'ils imaginent la ville de Nantes plus participative, plus transparente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant avec ces publics, en les mettant en capacité de faire, eh ben, on a des gens qui ne seraient pas venus à des réunions publiques ou qui n'auraient pas été intéressés par cette chose qui nous rejoignent et qui s'engagent de cette manière.
construire, c'est un peu donc la base du design. On réfléchit certes beaucoup, mais on fait aussi beaucoup. Et il y a un outil qu'on adore, c'est le prototypage rapide. Le prototypage rapide, c'est-à-dire qu'on essaye des choses très très vite, on va les modifier, on va se gameler plusieurs fois, on va itérer, on va essayer plusieurs versions, et c'est notamment ce qu'on a fait avec ce petit comptoir qu'on a appelé le débat mobile, où pour faire du débat public, plutôt que de rester cloisonné dans une réunion publique, dans une salle où il y a toujours les mêmes personnes qui viennent ou autres, on a décidé d'aller au-devant des gens. Donc on a conçu un machin qui se déploie, ça fait un peu comptoir de bar, et les gens, pendant qu'ils faisaient leur marché, ils pouvaient prendre 5 minutes, s'intéresser au projet qui était mis en débat, donc sur les éoliennes au large de Saint-Nazaire, prendre un petit café, discuter, laisser un avis, et on avait en fait une sorte comment dire, de démocratie vraiment de proximité. Et là où c'était intéressant cette idée de prototypage rapide, de construire et d'essayer, on a essayé plein de formats en fait, avant d'arriver à la forme finale. Et selon les publics, selon les endroits où on allait s'installer, on n'avait pas la même expérience. C'est-à-dire que si vous alliez dans un lycée, la façon dont vous alliez organiser, vous alliez designer entre guillemets le débat ne se passait pas de la même façon. Donc essayer plusieurs fois, essayer plein de petites choses, voir laquelle marche, c'est quelque chose que peut se permettre le designer, ne peut pas forcément toujours se permettre le politique, et qui permet d'avancer bien plus vite sur des questions assez complexes. Et le design, c'est aussi pas mal de créativité. Ce qui veut dire qu'on peut se permettre des formats un peu originaux, et je pense notamment au News Game, qui est une thématique sur laquelle je travaille en ce moment, qui en fait, on va créer des jeux vidéo, donc type un peu serious game pour les plus gamers d'entre vous, mais qui croisent des codes journalistiques, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des sujets de société, des sujets de controverse, par exemple le gaz de schiste, et on va essayer de mettre le joueur en position de s'informer, d'expérimenter, voire même de s'engager dans une cause, en jouant à ce jeu. Donc ce sont des jeux qui portent des messages assez forts. Avec Chemgaz, par exemple, on avait le parti pris de décrypter les tactiques de lobbying des lobbyistes, du coup, pro-gaz de schiste. Mais le problème avec tout ce panel d'outils pour résoudre les problèmes, c'est qu'en soi, la résolution de problèmes a ses propres problèmes et a ses propres limites. Et on est souvent pris, en tant que designer, dans les contraintes économiques. Donc il faut qu'on fasse des choses qui rapportent de l'argent. On est aussi soumis à tout ce qui est les règles de la société de consommation, et surtout on est dans une approche qui est très court-termiste, un peu comme le politique d'ailleurs. On fait des choses à 2, 3, 4, 5 ans, mais on a du mal à se projeter sur le plus long terme. Et c'est face à ces limites que j'ai essayé de revoir un peu la pratique que j'avais du design, donc des choses publiques, de design de démocratie, et je suis passé de résoudre les problèmes d'aujourd'hui en fait à plutôt essayer d'anticiper les problèmes de demain, parce que il y avait une espèce d'attitude réflexive en fait sur ce que je faisais en tant que designer. C'est-à-dire que certes, je ne pouvais pas résoudre tous les problèmes, et il y avait toujours ce problème du court-termisme, mais surtout je voulais savoir quels impacts j'allais avoir à long terme en créant certains dispositifs, et surtout quels défis j'aurais potentiellement à relever demain. Donc cette idée d'essayer d'anticiper les problèmes, je l'ai d'abord traité avec quelque chose qui s'appelle le design critique, donc qui est une forme de design qu'on pourrait dire pour déconstruire les réalités. Autrement dit, on va venir construire des choses, des objets, des espaces qui vont poser des questions sur des sujets de controverse. Autrement dit, on va essayer d'enrichir le débat public en faisant réagir les gens sur des objets un peu provocants qui vont les questionner sur des thématiques aussi complexes que des technologies émergentes, des publics invisibles à qui on ne donne pas la parole. Et c'est notamment quelque chose que j'ai fait avec un projet qui s'appelle Happyless, qui était une espèce de scénario un peu caustique, un peu critique sur la recherche du bonheur dans les villes connectées. Et ça servait après de matière à discussion, de matière au débat, à enrichir, on va dire, les opinions des gens, dans le sens où, vu qu'ils étaient un peu titillés par quelque chose de concret, c'était beaucoup plus facile pour eux de réagir et de se projeter. Donc la dimension critique du design est assez intéressante pour révéler un certain nombre, on va dire, de statu quo qui existent dans la société, qui l'empêchent d'avancer. Le design devenait quasiment à ce moment-là une espèce de psychothérapie pour la société. Mais critiquer ne fait pas tout. On a aussi besoin aujourd'hui d'imaginer, de rêver, de se projeter sur qu'est-ce que pourrait être la démocratie, ou qu'est-ce que pourrait être le royaume public demain. Et c'est quelque chose que permet une autre forme de design, qui est le design spéculatif. Donc on va venir spéculer, alors, pas à la manière des bourses ou autres, mais on va venir essayer de se projeter, d'extrapoler des choses qui existent déjà aujourd'hui, et de voir comment demain elles pourraient s'incarner dans le monde.
en fait, on fait un peu le travail qu'ont pu faire certains écrivains en termes d'utopie ou autre, sauf qu'on passe à des utopies concrètes. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle du designer, c'est de concevoir des choses, de les représenter de manière tangible pour permettre aux gens de décider est-ce que c'est ce futur-là que je veux ou est-ce que c'est un autre futur. Et ce travail de design spéculatif, je l'ai abordé notamment autour de la question de la Smart City, dont vous avez peut-être entendu parler, donc tout ce qui est la ville connectée. Et pour traiter cette question de la Smart City, dans quelle ville dans le futur on va vivre, je l'ai abordé du point de vue des animaux. Parce que les animaux sont totalement oubliés dans le futur, il faut imaginer qu'il n'y aura plus du tout d'animaux dans les Smart Cities. Et donc en mettant l'animal au cœur de la Smart City et à la place de l'humain, ça permettait justement, encore une fois, de réagir, de faire réagir, d'essayer de créer la discussion avec les publics qui pouvaient être concernés, en l'occurrence ici les promoteurs de la Smart City, et d'essayer de les faire, on va dire, s'exprimer sur certains points de friction, certaines zones grises qui existaient dedans. Mais que ce soit avec le design spéculatif ou avec le design critique, en fait, le vrai glissement qu'il y a eu, c'était non plus d'essayer de résoudre le problème, que d'essayer de trouver des moyens de le définir, de le mettre en lumière et surtout de l'ouvrir à la discussion. Malgré tout, et j'allais dire malgré le fait que c'est un domaine totalement passionnant, que c'est un domaine où tout reste à faire, donc les règles du jeu sont à écrire, il y a quand même pas mal de défis qui se posent aux designers que je suis, et c'est à la fois des problèmes, j'allais dire, d'ordre professionnel et d'ordre personnel, parce que ça questionne aussi mon éthique, ma responsabilité. Et je retiendrai 3 grands défis. Le premier, ce serait le défi de la légitimité. Parce qu'en tant que designer, on a encore quand même un déficit d'image. On n'est pas forcément les personnes les plus crédibles pour parler de la chose publique ou pour parler de la démocratie. Le second problème, c'est celui de la responsabilité. Parce qu'en tant que designer, je ne peux pas me permettre de faire les choses de mon côté. Je suis obligé de m'entourer de gens, de croiser les opinions, de questionner qu'est-ce qui fait que je vais partir sur ce choix-là plutôt que sur un autre. Parce que ce que je fais en tant que designer public, les dispositifs démocratiques que je peux concevoir, du moins ont un impact sur vos vies, ont un impact sur ma vie. Donc il y a la question de la responsabilité qui est beaucoup plus forte que si j'avais travaillé en agence ou sur des questions économiques. Et le troisième défi qui s'offre à moi, et c'est peut-être le plus pragmatique de tous, c'est d'en vivre. Parce que c'est pas très très facile de monétiser l'innovation démocratique, de faire en sorte que cette monétisation reste indépendante pour que la solution qu'on a apportée à un problème à un moment ou à un autre reste pérenne. Sinon, le problème va ressurgir d'ici quelques mois, quelques années ou au mieux quelques décennies. Mais il faut bien garder cette indépendance pour ne pas être soumis au jeu des influences. Le point le plus important, je dirais, ce qui a été en fil rouge au final de toutes mes expérimentations, de tous mes travaux, et c'est un peu la leçon que je tire en tant que designer, c'est que moi, en tant que faiseur, ce qui est au final le plus important, c'est surtout de mettre les autres en capacité de faire et de ne pas oublier ça. Merci.